Aujourd'hui, je vais vous parler d'anxiété et de troubles alimentaires et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de travailler sur les deux en même temps et comment vous pouvez le faire. Nouvelle année, du coup c'est l'occasion de tester des nouvelles choses. En réalité il n'y a pas besoin d'attendre janvier pour tester des nouvelles choses ni pour mettre en place des choses positives dans sa vie. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester un nouveau format et comme ça du coup vous pourrez me dire si c'est un format qui vous convient et du coup potentiellement je ferai des épisodes de podcast en vidéo si ça vous plaît. Et du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié quand il y aura une prochaine vidéo qui sort sur la chaîne. Mais surtout aussi, j'ai fait une vidéo parce que j'ai quelque chose de concret à vous montrer. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu parce que j'en ai parlé la semaine dernière en story. Mais j'ai enfin mes 3 carnets qui sont sortis. Donc je suis trop contente. Donc du coup, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement et puis pour vous les présenter. Alors pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur l'anxiété et les troubles alimentaires, pourquoi j'ai fait 3 carnets là-dessus? Parce que en fait j'ai remarqué que énormément de personnes souffrent d'anxiété, TCA ou non TCA, donc TCA, trouble du comportement alimentaire. Et moi-même, je suis quelqu'un de très anxieuse. Je l'étais encore plus avant quand j'étais jeune, je vous jure, j'ai fait des progrès de dingue. Et d'ailleurs, tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, je ne le ferais pas si j'avais pas réussi à travailler sur mon anxiété, si j'avais pas réussi à le gérer comme je le gère aujourd'hui. Que ce soit dans ma vie sociale ou dans ma vie professionnelle, tous les projets professionnels que je fais en ce moment, jamais j'aurais sauté le pas si j'avais pas réussi à gérer l'anxiété comme je l'ai géré jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore une personne stressée, clairement. J'ai encore de l'anxiété, c'est sûr, j'ai encore du chemin à faire. Mais du coup, j'avais envie de proposer quelque chose qui pourrait vous aider. Parce que je me suis rendu compte aussi que malheureusement, l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui entrave aussi à la guérison. Quand je vous parle d'anxiété, je vous parle pas de juste s'inquiéter de quelque chose, stresser de temps en temps. Du stress en fait c'est normal, hein. Tout le monde stresse et c'est même positif. Hein. En fait, le stress, quand le corps il est en état de stress, il reçoit une alerte en mode il y a potentiellement un danger, donc il faut être en alerte pour potentiellement lutter contre ce danger. Ça c'est positif. C'est complètement normal d'être stressé quand on a un examen médical, c'est complètement normal d'être stressé quand on a un accident. Le stress en fait il est là pour nous maintenir en vie, en fait, pour nous protéger quand il est à court terme et quand il est bien géré justement. Un stress qui est normal, on va dire qu'il est ponctuel et qu'il se résout par lui-même une fois que la situation elle est terminée. Un stress qui est toxique, donc je vais plutôt parler d'anxiété, c'est quand en fait, pour moi, il y a vraiment une notion de continuité, que c'est permanent, que c'est vraiment récurrent et que en fait, au lieu que ce soit une motivation, au lieu que ce soit une forme de protection, ça devient un frein. Par exemple, si tu as un examen, si je parle plutôt quand tu étais à l'école ou si tu es encore à l'école, si tu as un examen et que tu stresses, ça peut être une motivation parce que c'est ça qui va faire que du coup tu vas plus travailler, que tu vas être concentré, que tu vas apprendre des méthodes pour vraiment réussir ton examen. Mais un stress qui est négatif, donc plus quand tu souffres d'anxiété, ça va être, tu vas tellement stresser que la veille, la nuit, tu vas pas dormir, donc tu vas arriver crevé à ton examen. Tu vas tellement stresser que tu vas être persuadé que tu vas pas y arriver, donc du coup tu vas procrastiner et tu vas même pas réviser par exemple, parce que tu es sûr de rater. Ça peut être... Coucou. J'ai mis du rouge à lèvres et du coup j'ai plein de poils à la bouche. Un stress qui est toxique, en gros, ça va vraiment être un frein plus qu'une motivation. Je vais donner 8 signes de ce que c'est pour moi de l'anxiété toxique, de l'anxiété. Et comme ça, vous pourrez voir si vous reconnaissez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel score vous avez sur 8. C'est vraiment des signes en vrac, hein. Il n'y a pas de... C'est pas les signes exacts du tout, parce qu'il en existe des milliers. D'ailleurs, chaque personne vit son anxiété à sa façon.
Mais comme ça, vous pourrez voir si vous vous reconnaissez. Le premier signe, c'est le fait de ruminer constamment sur ses peurs. Et en fait, c'est tellement ruminé que t'es presque persuadé que en fait, vraiment, ça t'est arrivé ou c'est sûr, ça va t'arriver. Et en fait, le fait de ruminer constamment là-dessus, c'est ce qu'on appelle un peu overthink. Ça te plonge dans un brouillard, je trouve, mental. Et c'est vraiment énergivore et c'est ça qui crée aussi la fatigue sur le long terme. Le deuxième signe pour moi, c'est aussi la sensation que quelque chose de mal va t'arriver, qu'il y a forcément ce que tu vas faire, ça va mal se passer, ou forcément tu auras des résultats négatifs, ou que vraiment ça va mal se passer. Et même, ça m'est déjà arrivé personnellement, d'avoir tout qui se passe très bien et du coup de me dire oula c'est louche. Et du coup de stresser parce que je ne stressais pas. Pour moi c'est vraiment la preuve de l'anxiété, c'est que c'est vraiment encore une fois cette notion de permanence, de continuité, c'est toujours là quoi, t'as presque pas le droit d'être serein. Le troisième signe, c'est le fait de toujours chercher de la réassurance, que ce soit par toi-même. Donc par exemple le fait de faire des listes pour être sûr de rien oublier, ça peut être positif hein, mais parfois c'est trop en fait, c'est trop oppressant. C'est le fait de tout vérifier 2-3 fois pour être sûr que tout est là, que tout est fermé, etc. Et c'est aussi le fait de chercher de la réassurance chez les autres, donc de leur demander de répéter toujours la même chose pour nous rassurer. Et même, pareil, c'était mon cas, et ça l'est encore parfois, c'est que parfois la personne me rassure, elle me dit en fait ce que je veux entendre, mais du coup je me dis ouais, en fait ça se trouve c'est pas vrai, c'est juste pour me rassurer. Le quatrième signe pour moi, c'est savoir que ses pensées sont irrationnelles, mais ne pas réussir pour autant à se relaxer. Le cinquième signe pour moi, c'est avoir peur du regard des autres, mais de façon intense. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'une personne qui me dit que vraiment elle s'en fout complètement du regard des autres, je pense que c'est pas à 100% vrai. Je pense que tout le monde a un peu peur du regard des autres, mais il y a peur et peur quoi. Faut pas que ça paralyse en fait, faut pas que ça empêche des choses. Je pense que dans tous les cas, l'humain est fait pour vivre en communauté, donc forcément le regard des autres est important. Mais quand on souffre d'anxiété, c'est vraiment trop intense et ça empêche de faire des choses. Moi je parle dans mon cas, la peur du regard des autres, c'est vraiment avoir peur que les autres nous regardent tout le temps, que on gêne les autres, que les autres nous aiment pas, que on n'est pas capable de prendre la parole en public, que on va ennuyer les autres. C'est avoir peur même de juste prendre son téléphone, de répondre à un appel. C'est préférer vraiment faire des mails au boulot plutôt que d'appeler. C'est même avoir du mal avec le regarder dans les yeux. Voilà, c'est tout ça en fait. C'est vraiment paralysant en fait. Le sixième signe pour moi, c'est le fait d'être bloqué dans son passé, donc de tout le temps ruminer, de se dire comment on aurait pu mieux faire quelque chose, ou de repenser un moment qui était soi-disant gênant, etc. Ou d'être bloqué dans son futur, donc d'anticiper, de se dire comment on pourra faire les choses, d'anticiper tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver, etc. Être bloqué aussi dans le conditionnel, donc se dire et s'il se passe ça, s'il y a ça, c'est vraiment basé sur des suppositions en fait, sur des peurs, mais en fait des peurs c'est pas réel. Et du coup en fait rater son présent. Ça c'est vraiment, moi j'ai pris conscience, ça paraît un peu débile parce que j'ai 27 ans, mais j'ai pris conscience récemment finalement que j'avais qu'une vie et qu'il y a plein de moments dans ma vie que j'ai gâché, que j'ai pas assez profité parce que j'étais trop dans mes pensées et que j'ai pas profité du tout de l'instant présent alors que l'instant présent est unique quoi, donc une fois qu'il est passé c'est terminé. Le septième signe, c'est le fait pour moi de constamment douter de soi. Je pense que les personnes qui souffrent d'anxiété, qui stressent beaucoup, c'est des personnes aussi qui ont souvent pas confiance en elles ou ont une estime très faible d'elles-mêmes. Et le huitième signe, c'est que le moindre petit détail devient une montagne. Vraiment, c'est que le moindre petit problème qui serait même pas un problème pour les autres en fait, pour des personnes qui souffrent pas d'anxiété, devient vraiment une catastrophe où on est persuadé qu'on est incapable de la surmonter. Et c'est aussi être face au moindre petit inconvénient irrité en fait. Voilà, bon, c'est 8 signes que j'ai donnés comme ça en vrac, il y en existe plein d'autres en réalité, mais je vais pas non plus tous les citer. Et puis en fait,
ce serait hyper intéressant que vous, vous me dites ce que c'est pour vous des signes d'anxiété. Comme ça permettra de compléter et puis ça permettra aussi aux autres de voir qu'ils sont pas seuls, de sentir, de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes signes qu'eux. Mais voilà pour moi ce que c'est l'anxiété toxique et c'est à ces personnes qui se reconnaissent là-dedans, pas forcément dans tous les signes, mais que je m'adresse vraiment. C'est vraiment, encore une fois, cette notion de permanence et d'épuisement mental parce que c'est très énergivore et c'est vraiment constant. Et donc pour moi, quand je souffrais de troubles alimentaires, je trouve que les troubles alimentaires décuplent l'anxiété. C'est-à-dire que généralement déjà, après je fais pas de généralité parce que chaque personne est différente, mais on se rend compte quand même que chez beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, elles avaient déjà un profil anxieux à la base, mais les troubles alimentaires vont venir vraiment décupler l'anxiété. Première raison, c'est parce que pour moi, les sujets d'anxiété sont vraiment multiples avec les troubles alimentaires. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires, je suis tombée dans l'anorexie à partir de 19 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui sont malades depuis plus longtemps, depuis qu'ils sont enfants, mais moi, quand j'étais enfant, la nourriture, c'était pas un sujet du tout. Enfin, j'étais une bouche à sucre, j'étais gourmande, mais c'était vraiment pas un problème. Et quand j'ai eu des troubles alimentaires, tout est devenu très problématique parce que l'être humain a besoin de manger tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment se confronter à des nouvelles peurs tous les jours et toute la journée. Donc la peur de manger certains aliments, mais pas que en fait. C'est aussi la peur c'est aussi le fait de tout contrôler, tout calculer, la peur de manger avec d'autres, la peur de manger dans un autre contexte, ailleurs, la peur de manger à certaines horaires, les rituels qui s'installent, enfin c'est plein de choses en fait, c'est pas que la peur de manger. En plus de ça, dans notre société, et surtout en France, en vrai je pense, mais dans notre société quand même au global, souvent les relations sociales se font autour d'un repas, d'un bar, d'un repas de famille, d'un restaurant, etc. Donc en fait, vraiment t'es tout le temps confronté à tes peurs et c'est ça qui est aussi très épuisant quand on souffre de troubles alimentaires. Donc vraiment, les sujets d'angoisse sont démultipliés. La deuxième raison pour lesquelles, pour moi, l'anxiété est encore plus grande avec les troubles alimentaires, c'est que les troubles alimentaires sont énergivores. C'est-à-dire que vraiment, ils te prennent énormément d'énergie, t'es tellement tout le temps dans tes pensées, dans ce qu'on appelle la voie du trouble alimentaire, tous les mensonges, etc. qui te dit. En plus de ça, tu as aussi tout le temps le besoin de contrôler, d'anticiper, de calculer, de réfléchir, etc., d'anticiper les événements. Enfin, il y a énormément de choses en fait qu'il y a dans ta tête et ce qui fait que tu as moins d'énergie, pour moi, moins de force pour lutter contre les sujets d'angoisse. La troisième raison, c'est que ton TCA te fait déraisonner. Enfin, moi, je disais tout le temps ça, je m'en rappelle à ma mère, c'est que j'avais vraiment la sensation de déraisonner, c'est-à-dire que déjà j'avais moins d'énergie comme je viens de le dire juste avant, donc j'arrivais moins à me concentrer, à avoir les arguments qui étaient juste évidents en fait. Enfin, moi je me rappelle par exemple un jour mon frère il a débarqué pour manger un midi alors que c'était absolument pas prévu, mais pour moi c'était la fin du monde, vraiment je me suis mis dans tous mes états parce que pour moi déjà il le faisait exprès, en plus du coup je ne pouvais pas manger exactement comme je voulais, je pouvais pas faire mes rituels, il allait me regarder, enfin énormément de choses qui venaient dans ma tête et qui étaient vraiment n'importe quoi en fait, c'était vraiment le fruit de mon imagination entre guillemets, mais c'était pas mon imagination, c'était vraiment l'anxiété qui me faisait ressentir tout ça. Et vraiment j'avais l'impression que je n'arrivais pas à me calmer, à retrouver la raison. Et en plus de ça, ton trouble alimentaire t'envoie à longueur de temps des mensonges pour te maintenir dans la maladie, donc ça t'aide clairement pas à raisonner. Donc du coup, quand t'es face à une angoisse, t'arrives pas à raisonner normalement et du coup limite ça fait un effet boule de neige, ça amplifie le sujet d'angoisse à la base. Il y en a plein d'autres qui s'en découlent à partir du sujet d'angoisse initiale. Et donc du coup, encore une fois, ça décuple l'anxiété. Et la quatrième raison, c'est que le trouble alimentaire est vicieux. Le trouble alimentaire te fait, comme je disais juste avant, déjà il passe son temps à te mentir et en fait il te fait croire que c'est en te restreignant, en compensant, en obéissant à ce qu'il te dit de faire que tu vas pouvoir apaiser ton anxiété. Mais sauf que en faisant ça, du coup tu alimente le trouble alimentaire, ce qui fait que tu as encore plus d'anxiété, etc. Donc en fait c'est encore pire, ça décuple encore une fois l'anxiété. Et en fait il y a beaucoup de personnes quand elles sont dans les troubles alimentaires, mais même en fait en général, qui souffrent d'anxiété et qui se disent c'est tout,
moi je suis comme ça, je suis une nature anxieuse, c'est moi, je suis une personne anxieuse, donc juste il faut que j'apprenne à vivre avec. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça, un peu fataliste. Mais non, franchement, je ne me moque pas, ni je ne juge pas les personnes qui voient les choses comme ça, parce que j'ai longtemps vu les choses comme ça. Moi-même, limite, je me définissais comme ça. Quand on me disait est-ce que tu peux te décrire? Je suis une personne anxieuse. J'ai entendu toute mon enfance, ah bah Mathilde elle est anxieuse, c'est sa nature, c'est sa personnalité, etc. Mais non, absolument pas. Et j'ai pris conscience de ça un jour où un psychologue que j'avais m'a dit on ne naît pas stressé. Un enfant ne naît pas stressé. Il devient stressé de par son environnement, de par les différents événements qu'il va vivre dans sa vie, mais il ne naît pas stressé. Et en fait ça m'a vachement aidé déjà de prendre conscience de ça. Et puis en plus de ça, vraiment tu peux évoluer, c'est pas parce que tu es comme ça que tu seras comme ça toute ta vie, vraiment. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça, qui sont hypersensibles, etc. Et enfin, j'en fais partie, je pense. Mais tu peux apprendre à le gérer et en fait, t'as plein de rêves, t'as plein de potentiel, de compétences, etc. Et ne laisse pas ton stress te gâcher ta vie, te prendre ta vie. Ne laisse pas non plus ton trouble alimentaire te faire croire que c'est ce que tu mérites, tu vois. Et en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus, justement, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais il y a de plus en plus de gens qui témoignent qu'ils étaient vraiment très stressés, etc., qu'ils étaient angoissés, qu'ils n'arrivaient pas à sortir de chez eux, qu'ils étaient vraiment dans leur bulle, etc., et qui maintenant font des grands projets, ils sont même à la tête d'une entreprise, et ils créent plein de choses, etc., ils sont vus par le public, ils sont même parfois derrière les caméras, etc., et donc vraiment, ça te prouve que tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie, que tu peux évoluer et apprendre à gérer ton stress. Alors c'est sûr, ce ne sera pas d'un coup de baguette magique, ce ne sera pas du jour au lendemain, c'est vraiment un travail à long terme. Enfin moi je dis presque que c'est le combat de ma vie, après c'est pas un combat, je suis pas en souffrance tous les jours, etc. contre ça, mais c'est clair que j'ai carrément évolué par rapport à avant. J'ai vraiment une marge de progression énorme, mais j'ai encore une marge de progression énorme parce que aujourd'hui, comme je le disais en préambule, je suis encore une personne anxieuse, mais je travaille dessus et ça va encore évoluer. Et en fait, comme il y a des gens qui se disent ça, qui pensent que juste c'est comme ça, ils doivent l'accepter, il y en a qui juste, quand ils souffrent de troubles alimentaires, traitent le trouble alimentaire sans traiter le côté anxieux parce que pour eux ça fait partie d'eux. Mais pour moi c'est vraiment indispensable de traiter l'anxiété au même titre que les troubles alimentaires. Enfin, une prise en charge efficace traite les deux en même temps. Et ça, franchement, j'en avais pas conscience au début. Enfin, vraiment, dans ma guérison, j'ai eu 2 temps. Un premier temps où j'étais un peu dans la phase déni, dans la phase où je me disais c'est pas si grave, où je prenais pas conscience qu'il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi-même, etc. Je pense que c'était plus une phase de prise de conscience. Et j'ai eu une deuxième phase où vraiment j'ai mis en place des choses, j'étais vraiment plus dans l'action. Et j'ai vraiment plus compris comment il fallait que je fasse, etc. Bon, ça a été long, hein, ça prend du temps. Mais vraiment, pour synthétiser, je dirais que j'ai eu 2 phases comme ça. Et dans ma deuxième phase, j'ai pris conscience que justement, il fallait que je prenne en charge aussi l'anxiété, même si j'avais ça depuis que j'étais petite, parce que c'était une barrière à ma guérison, vraiment. Pourquoi c'est important de traiter anxiété et troubles alimentaires en même temps? Parce qu'en fait, le trouble alimentaire, c'est souvent une stratégie d'adaptation inconsciente, mais qui va justement venir en réponse à de l'anxiété, à une façon d'être que tu as peut-être depuis longtemps, à des blessures d'avant qui datent peut-être, et donc du coup qui sont tellement ancrées en toi que tu n'as peut-être pas conscience que c'est une blessure. Du coup, si tu en fait travailles sur ton trouble alimentaire, que tu t'enlèves ça alors que c'est ta stratégie d'adaptation par rapport à son anxiété de base, à toutes les causes, du coup la base elle est toujours là et donc du coup il y a plus de risques que tu rechutes ou alors que tu tombes dans une autre stratégie d'adaptation qui est tout aussi nocive, dangereuse pour ta santé. Donc ça peut être l'alcoolisme, l'abus d'autres drogues ou d'autres maladies en fait. Donc voilà, ça c'est une première raison. La deuxième raison, on l'a dit avant, le trouble alimentaire comme l'anxiété est très énergivore, mais du coup, si tu ne soignes pas l'anxiété, tu vas laisser prendre le dessus, tu vas laisser l'anxiété prendre le dessus sur toi, sur tes émotions, et c'est tout de l'énergie que ça va te prendre et qui pourrait être utilisée pour te battre contre ton trouble alimentaire.
Troisième raison, parce que l'anxiété et le trouble alimentaire s'entraînent entre eux et te tirent vers le bas, enfin vont en fait l'un et l'autre aller de plus en plus loin. C'est vraiment comme un effet boule de neige qui grossit de plus en plus parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ton trouble alimentaire va te dire que c'est en te restreignant, en compensant, etc. que tu vas pouvoir apaiser ton anxiété. Donc du coup tu le fais parce que vraiment sur le court terme ça t'apaise. Mais comme je dis souvent, les troubles alimentaires, dans la guérison du trouble alimentaire, quand tu vas à l'encontre de ton trouble alimentaire, ça te fait mal sur le court terme parce que c'est super dur, parce que tu as plein de culpabilité, parce que tu as l'impression de mal faire, parce que tu es complètement en dehors de ta zone de confort, donc c'est super dur. Mais c'est pour un bien-être sur le long terme, parce que c'est pour ta guérison, c'est pour ta vie. Alors que si tu obéis à ton trouble alimentaire, si tu vas te restreindre, si tu compenses, etc., tu ressens un sentiment d'apaisement mais qui est nocif parce que sur le court terme ça te fait du bien mais sur le long terme ça alimente le trouble alimentaire et donc ça t'éloigne de la guérison en fait. C'est pas un grief parce que je sais très bien que c'est extrêmement difficile, hein. Moi plein de fois, de nombreuses fois j'ai plus obéi au trouble alimentaire mais du coup ton trouble alimentaire te dit ça, donc du coup tu vas répondre à ton trouble alimentaire. Ce qui fait que tu auras encore moins d'énergie, ce qui fait que tu vas te confronter à d'autres sujets d'anxiété dont tu n'auras pas l'énergie pour lutter contre. Donc du coup, tu vas être tellement stressé que tu vas chercher à t'apaiser, etc., etc. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais du coup, quand c'est pas pris en charge, ça peut aller vraiment très très loin. Et au-delà des troubles alimentaires, un stress chronique, l'anxiété qui n'est pas gérée, vraiment des conséquences néfastes sur la santé. On en entend partout parler. Il y a énormément de gens d'ailleurs qui ont plein de problèmes de santé physique à cause du stress. Ça peut être des problèmes digestifs, des douleurs abdominales, des maux de ventre, des ballonnements, des brûlures d'estomac, enfin des problèmes digestifs en général. Ça peut être des maux de tête, ça peut être évidemment des troubles du sommeil, ça peut être de la dépression, ça peut être un burn-out. Ça peut être vraiment plein de choses et en fait il faut savoir qu'au global le stress va affaiblir ton système immunitaire parce qu'en fait comme ton corps il est en état d'alerte, il est en stress parce qu'il doit être prêt à faire face à tous les dangers, du coup il n'a pas l'énergie, enfin il se focalise pas sur les petits microbes, les petits virus que tu peux avoir dans ton organisme. Et puis encore une fois, au-delà des troubles alimentaires, le stress va t'empêcher de vivre pleinement ta vie, va t'empêcher de t'impliquer dans tes projets de vie. Enfin, le nombre de choses que j'ai refusées parce que j'avais de l'anxiété. Tu peux refuser une relation amoureuse parce que t'as peur. Tu peux refuser un boulot, ça m'est déjà arrivé parce que tu te crois pas capable, parce que tu as peur, parce que tu stresses. Tu peux refuser de faire juste des activités simples que tu aimes parce que ça te stresse, parce que tu as peur d'être avec d'autres personnes, parce que tu as peur d'être vue, etc. Tu peux t'empêcher d'aller à des soirées, tout simplement. Si jamais tu as du stress, vraiment ça t'empêche de vivre. Donc c'est vraiment important de le prendre en charge au même titre que ton trouble alimentaire en même temps, vraiment. Pour moi c'est vraiment primordial. Je vais pas te laisser comme ça parce que là le but de cette vidéo c'est clairement pas de te faire stresser encore plus, au contraire. Le but de cette vidéo c'est de te montrer qu'il y a des solutions et c'est aussi te montrer de l'espoir parce que clairement je ne ferais pas cette vidéo si j'avais encore le même niveau de stress qu'avant. Je n'aurais pas lancé ce projet si j'avais le même niveau de stress qu'avant et enfin vraiment je t'invite à regarder sur les réseaux sociaux, etc. T'en as plein qui parlent d'anxiété, etc. qui ont vécu ça avant et qui aujourd'hui sont peut-être encore en travail sur leur anxiété, ils travaillent encore là-dessus, mais ils ont carrément changé quoi. Ils sont plus libres en fait. Quelle solution tu as pour faire face à ton anxiété? Il y a évidemment des thérapies, je conseille tout le temps d'être accompagnée par des thérapeutes. C'est hyper important, moi-même j'avais une équipe médicale quand je souffrais de troubles alimentaires et aujourd'hui je souffre plus de troubles alimentaires mais j'ai encore un suivi. Pour moi c'est vraiment important. Je vais te parler de quelques thérapies qui sont des thérapies d'action. Je pense que c'est vraiment important pour notamment travailler l'anxiété en même temps que les troubles alimentaires. Je pense que tous les thérapeutes vont pas forcément travailler les deux en même temps parce qu'ils n'ont pas forcément été formés pour ça ou parce que c'est pas dans la technique de la thérapie qu'ils proposent. Mais c'est pour ça que je te propose ces thérapies là. Je vais te mettre
un lien quelque part, je sais pas encore où ça arrive, je suis pas encore assez habituée, mais c'est le lien d'un épisode de podcast où je te parle un peu de mon parcours de soins et surtout je te présente toutes les thérapies que tu peux faire pour prendre en charge ton trouble alimentaire. Et en fait dedans je parle de ces thérapies plus en profondeur parce que là je vais juste donner le nom des thérapies. Mais je t'invite vraiment à écouter cet épisode si ça t'intéresse. Donc la première thérapie, qui est une thérapie que j'ai fait, qui est vachement reconnue autant dans les troubles alimentaires que dans la gestion de son anxiété, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC. Moi je recommande vraiment cette thérapie. Bon, je suis grave deg, ça a peut-être changé un peu parce que mon portable n'a plus de place. Je fais beaucoup trop de vidéos, beaucoup trop de photos. Donc du coup j'ai pris le portable de mon copain, donc on a changé d'appareil. Et donc du coup je disais que la thérapie du coup c'est la thérapie de l'ACT, donc c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Il y a aussi la thérapie de MDR, donc ça pareil j'en ai fait un épisode dédié à cette thérapie, donc c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Du coup je vous mets le lien pareil quelque part pour si jamais ça vous intéresse cette thérapie. Elle m'a bien aidée dans le chemin de ma vie parce que j'avais plus de troubles alimentaires quand je l'ai fait. Il me restait des restes et c'est vraiment ça en vrai qui m'a aidée à me sortir totalement de mes troubles alimentaires. Donc je recommande trop cette thérapie, autant pour l'anxiété que les troubles alimentaires. Je vais aussi recourir à une thérapie qui va être plus basée sur la relaxation. Donc comme du yoga, de la sophrologie, de la méditation, vous pouvez le faire seul en vrai ou accompagné. Moi pour la méditation par exemple, je faisais vachement des petites méditations guidées avec le Petit Bambou, qui est une application, je sais que maintenant il en existe plein, mais il y a toujours une version gratuite, donc comme ça vous pouvez tourner sur les mêmes méditations, mais en vrai moi je le faisais beaucoup quand je souffrais d'anorexie et ça m'aidait vachement dans mon anxiété en général. Et puis les exercices réguliers, ça aide vachement aussi dans la gestion de l'anxiété. Moi c'est quelque chose qu'on m'avait dit au début, je pense qu'on m'avait dit, et je pense que je ne croyais pas forcément en l'efficacité des exercices, de faire des exercices réguliers comme la respiration, la relaxation comme j'ai dit juste avant. Mais en plus de ça, je pense que les personnes qui souffrent autant de troubles alimentaires que d'anxiété, elles ont tellement une faible estime d'elles-mêmes, tellement peu confiance en elles, que c'est difficile en fait de s'accorder du temps, de prendre du temps pour soi, d'investir dans sa santé, d'investir en soi. Donc c'est vrai que je le faisais pas. Et comme je disais juste avant, j'ai vraiment eu 2 temps dans mes troubles alimentaires, dans ma guérison. Un temps où j'étais plus en mode découverte, je pense, aussi de la maladie, découverte de mes problèmes, prise de conscience, tout ça. Et un deuxième temps où j'ai vraiment mis en place des choses. Et ça en faisait partie. Des actions concrètes, ça en faisait partie. Et en fait, c'est hyper important, c'est quelque chose que j'ai pris conscience au cours de la guérison de mon anorexie, c'est que vraiment c'est primordial d'être acteur de sa guérison, d'être impliqué dans sa guérison. C'est super important d'avoir un suivi avec une équipe médicale, enfin ça je le dis plein de fois à chaque fois, moi-même j'avais un suivi, mais le travail ne doit pas se faire qu'en séance en fait. C'est hyper important de s'impliquer, d'être dans son chemin de guérison, de s'impliquer dans son chemin de guérison entre les séances. En réalité, moi, les plus grosses avancées que j'ai fait, les plus grosses prises de conscience que j'ai eues, c'est seul entre guillemets, parce que je n'incite pas à s'en sortir seul parce que c'était pour moi, comme j'ai dit juste avant, indispensable d'avoir aussi l'accompagnement avec les thérapeutes parce que ça me permettait en fait de faire un travail entre les séances seul, d'avoir mes prises de conscience, etc., d'avancer moi-même dans mon propre chemin de guérison et ensuite d'être aidée à passer certains paliers, à travailler sur certaines peurs, sur certaines étapes face à lesquelles je ne savais pas comment réagir ou je ne savais pas comment le traiter, etc. Là, les thérapeutes venaient m'aider. Mais du coup, c'est vraiment important de mettre en place des choses entre les séances, en continu en fait dans ta vie. Et du coup, moi j'ai mis plein de choses en place, dont le journaling. Ça, j'en ai déjà parlé. Mon bullet journal, ça j'en ai déjà parlé pareil sur Instagram. Mais ça, c'était genre mon outil indispensable. Je sais pas si on voit trop aussi. C'était mon outil indispensable où j'ai eu plein de prises de conscience, où j'ai écrit plein de choses. Enfin, vraiment, ça m'a trop aidée.
Je faisais des exercices que je trouvais, ou enfin je créais des exercices qui m'ont vachement aidé. Et parfois d'ailleurs vous me dites que vous savez pas quoi écrire dans votre journal et tout. Et c'est pour ça du coup qu'il y a les carnets. Je vous en parle juste après. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis en place plein d'actions pour gérer mon anxiété, comme j'en ai déjà un peu parlé avant. Bref, c'est pour ça que j'ai fait les fameux carnets. Je vais arrêter de vous les teaser et je vais vous les présenter. Je sais pas si c'est le retour écran, mais là en fait j'ai l'impression que vous voyez l'envers. Donc je sais pas si au final vous verrez à l'endroit. Dans tous les cas je vais vous faire d'autres vidéos où vous verrez plutôt à l'endroit. Du coup, voici les carnets. Ils sont au nombre de 3. Je vais vous les présenter un par un. Je vais commencer par le livret. Le livret, c'est celui-ci. Voilà, je sais vraiment pas si vous allez voir à l'endroit. Le livret, pourquoi j'avais ça un livret? Parce qu'il fallait bien le différencier du carnet. Mais en réalité, c'est parce que le carnet, c'est beaucoup de concret, beaucoup d'exercices, alors que le livret, il y a plus d'écriture, mais il y a quand même 22 exercices en tout. Enfin, c'est pas des exercices, c'est plus des questions. Donc il y a 22 questions et il y a 4 questionnaires, donc c'est quand même interactif et à chaque fois aux questions il y a des espaces et tout pour les remplir. Donc le but c'est quand même de... Enfin vous pouvez écrire dans le carnet. En fait, ce livret il s'appelle T'aider à surmonter anxiété et peur de ton trouble alimentaire. Et entre parenthèses c'est écrit et pas que. Et en fait c'est vraiment petit mais c'est très important. En fait ce livre je l'ai fait parce que je parle avec certains d'entre vous, etc. Et même dans les commentaires de mes publications sur Insta, je remarque que les sujets d'anxiété sont souvent quand même les mêmes. Ils sont pas forcément abordés de la même façon chez telle ou telle personne, mais elles sont souvent les mêmes. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est dans l'anxiété, quand on est avec son trouble alimentaire, on est tellement fatigué, aussi on a tellement de mensonges du trouble alimentaire, etc. que notre raisonnement il est biaisé et qu'on n'arrive pas à avoir un raisonnement logique qui nous aide, qui nous apaise. Et moi je me rappelle quand j'avais des troubles alimentaires, je demandais beaucoup à ma soeur, à ma mère de me rassurer, de me répéter toujours les mêmes choses, mais on n'a pas toujours nos proches à côté. Et puis c'est bien aussi de réussir à se rassurer soi-même. Donc j'ai créé ça en fait, qui est un peu genre... le but c'est d'avoir des arguments non biaisés par la maladie pour te rassurer sur chaque peur. Donc c'est divisé par peur. Je vais vous parler de toutes les peurs qui sont abordées dedans. Mais en fait le but c'est que vraiment vous le lisiez à chaque fois que vous avez la peur, que vous ressentez la peur en question. Donc les peurs qu'il y a, je ne les ai pas comptées, mais il y en a plusieurs et en fait pour vous dire c'est que les peurs liées aux troubles alimentaires et les peurs liées au repas, je les ai mises à la fin parce que vraiment pour moi ça a été très important de travailler sur ces premières peurs qui sont plus ce que j'appelle des peurs générales de la vie. Et en fait le fait de travailler sur ces peurs là, de faire évoluer ma façon de voir les choses sur ces peurs là m'a vraiment aidé dans mon guérison des troubles alimentaires. Donc ça m'a vraiment aidé et donc c'est pour ça que j'en ai parlé en premier, parce qu'en fait aussi je trouve que toutes les peurs qui sont dans notre vie en général découlent de ces premières peurs là. Donc les peurs générales de la vie, c'est la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être parfait, la peur d'échouer, de ne pas réussir sa vie, la peur de l'imprévu, de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de décevoir, la peur du regard des autres et des relations sociales, la peur de prendre la mauvaise décision et la peur d'une épreuve en particulier, donc que ce soit au boulot ou à l'école. Ensuite, j'aborde des peurs liées au TCA donc de façon générale, donc la peur de la prise de poids et des changements corporels, la peur de l'inactivité, la peur de prendre du repos en vrai, la peur de la prise en charge, la peur de ne pas guérir et la peur de rechuter. Et enfin, je parle des peurs liées au repas, donc spécifiques au repas, donc la peur de ne pas savoir quoi manger au repas, la peur de perdre le contrôle pendant les repas, la peur de craquer devant des aliments plaisir. J'aime pas dire le terme craquer parce qu'on a l'impression que c'est interdit de se faire plaisir. La peur de manger avec d'autres personnes, la peur de manger à l'extérieur, la peur de manger au restaurant et l'angoisse générée par la culpabilité après avoir mangé. Donc en fait, comme je disais, c'est de la lecture, mais il y a quand même des exercices. Pour moi, ce carnet, il va te parler, il va t'intéresser.
Si tu as tendance à avoir un raisonnement dualiste, donc du tout ou rien, si tu as tendance à voir les choses en noir et blanc, noir ou blanc, et pas voir les choses en noir et blanc, de voir les choses en noir ou blanc, de pas trouver le gris en fait, de pas trouver la nuance. Si tu as tendance à être très critique, très exigeant envers toi-même, si tu vis dans le passé, dans le futur, dans le conditionnel comme on a dit tout à l'heure, si tu te préoccupes beaucoup de ce que les autres pensent de toi, si tu t'isoles par rapport aux autres, si tu refuses des choses parce que tu as de l'anxiété, si tu te sens coupable quand tu refuses quelque chose qu'on te demande, si tu dis ce que tu penses que les autres voudraient que tu dises, donc si tu es people pleaser, et après si tu as toutes ces peurs liées par rapport aux troubles alimentaires comme je t'en ai parlé ici. Donc voilà, ça c'est le premier carnet. Le deuxième carnet, enfin non, du coup ça c'est le livret. Je fais exprès de mettre des noms différents et en fait à l'oral je les appelle tous les deux carnets. Donc ça c'est le livret et ça c'est le carnet. Le carnet du coup, je sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, mais c'est 26 exercices pour surmonter son anxiété. Donc en fait c'est vraiment le concret de ce qu'on a vu aussi avant. Et pour moi c'est vraiment the carnet indispensable. Dedans, il y a beaucoup plus d'exercices que le premier, parce qu'il y en a 26, et il y a un total de 42 techniques utilisées. Donc les techniques, c'est des techniques qui sont basées sur les thérapies que j'ai parlé juste avant. C'est des techniques qui sont reconnues dans le traitement d'anxiété. Donc c'est la thérapie des schémas, les thérapies cognitivo-comportementales, les techniques d'ancrage, les techniques de respiration, les techniques de visualisation. Voilà, et en fait le but, j'ai voulu te proposer plein de techniques pour que tu trouves les techniques qui te correspondent à toi, parce que moi je fais pas les 42 techniques, mais j'ai testé des choses pour me rendre compte de qu'est-ce qui me correspond le mieux, parce que le but c'est que ce soit des exercices qui t'aident vraiment et qui soient pas un fardeau à faire. C'est vraiment le but, c'est que ça t'apaise toi, et c'est normal que toutes les techniques ne te correspondent pas, c'est normal que ce que quelqu'un teste et qui marche pour lui ne marche pas forcément pour toi, parce qu'on est tous uniques. Donc mon but en fait c'était vraiment de te proposer plein de techniques pour qu'à la fin tu fasses ton propre plan personnalisé. Donc je te guide, je te propose des petites questions pour te guider dans ton plan personnalisé, mais après le but c'est que tu fasses toi-même ton plan personnalisé. Dedans il y a 5 pages aussi de mandalas, parce que j'aime trop moi les mandalas, j'en faisais tellement quand je souffrais de troubles alimentaires. Et c'est dommage que j'en fasse plus en réalité, parce que je prends plus le temps, mais j'aime vraiment bien ça parce que ça me détendait. La première partie de ce carnet, le but c'est aussi de prendre conscience l'origine de ton anxiété. C'est de prendre conscience de l'origine qui est peut-être dans des événements que tu as vécu ou dans ton enfance ou les personnes qui t'entourent, qui t'ont entouré. C'est aussi de prendre conscience des mécanismes inconscients qui se passent souvent quand tu souffres d'anxiété, dans tes moments, tes crises d'angoisse. Et c'est prendre aussi conscience des pensées dysfonctionnelles. Pour moi c'est hyper important en fait de prendre conscience des choses comme ça, parce que c'est difficile de travailler sur quelque chose si t'en as pas conscience en fait. Et ensuite du coup t'as tous les exercices. Donc voilà, même chose, c'est une couverture souple et dedans t'as toujours les espaces pour travailler, pour écrire tes propres réponses. C'est le pack du haut, donc en fait c'est juste la contraction des deux. J'ai voulu, voilà, en fait c'est vraiment exactement la même chose, juste qu'il est plus gros parce que forcément c'est les deux en même temps, mais juste rassemblés dans un livre. Pourquoi j'ai divisé en deux? Parce que en fait je me suis dit, tout le monde ne souffre pas de troubles alimentaires. Alors c'est vrai que celui-là il est plus pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, dedans je parle essentiellement quand même de ça, même si la première partie elle est vachement plus générale, mais je me base quand même en me mettant dans la tête quand moi je souffrais de troubles alimentaires. Le deuxième, je parle pas de troubles alimentaires, c'est vraiment général. Même les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, elles peuvent le prendre pour elles. Et deuxième raison pour lesquelles j'ai scindé en deux, c'est plus pour des questions logistiques. J'en ai parlé sur Instagram, que j'avais eu pas mal de galères avec ça. En fait, pour vous expliquer, j'ai voulu faire un carnet parce que j'aime trop les carnets du coup. J'ai une passion carnet, vraiment j'en ai une centaine. J'adore les stylos aussi, bref. J'ai une passion carnet et j'avais envie d'un produit physique. Moi j'adore
des produits physiques, j'adore écrire et tout, même j'aime bien lire, mais des livres de développement personnel, tout ça, genre je lirai pas sur mon ordi ou sur une tablette. J'aime vraiment avoir un truc dans les mains. Donc voilà. Donc du coup j'avais trop envie de faire ça. En plus j'adore le graphisme, je suis pas du tout graphiste de formation, mais j'aime bien créer, j'aime bien voilà, faire tout ça. Et donc du coup j'étais trop contente de faire ce projet. J'ai mis du temps, de l'énergie et tout, j'ai vachement travaillé là-dessus et tout. Et donc à la fin je l'ai terminé, il est beau en couleur et tout. J'ai fait attention de choisir de vraiment personnaliser toutes mes illustrations, etc. Et je vais le mettre sur la plateforme, je le charge, machin et tout, et arrive le moment du prix. Donc moi j'ai un prix en tête, et là il me dit non, vous ne pouvez pas, il faut un minimum de 40 €. Je dis quoi? Donc du coup il me semble que je l'ai mis genre, j'ai testé et tout en fait, et donc j'ai mis genre à 42 ou 44 €. Et là il me dit ma marge, parce que la plateforme se prend 60% de commission, et puis il y a énormément de frais en fait d'impression en couleur. Moi je savais pas que c'était aussi gros. Et là il me dit ma marge, attention, 16 centimes. Avant charge pour moi, parce que je suis en auto-entreprise, donc forcément j'ai des charges, donc en fait je gagne rien. Là je vous jure, enfin, là, je le dis avec le sourire, mais à ce moment-là j'ai pleuré. Parce que en fait, voilà, j'ai aussi l'anxiété, le fait que j'ai quand même encore ce perfectionnisme, etc. Et ça se passait pas comme je le voulais, et c'était pas parfait, et donc j'étais genre dégoûtée, parce qu'en fait pour que je m'y retrouve à minima, il fallait que je le mette genre à 50 balles le truc, donc je me suis dit bah non, en fait c'est indécent. Du coup je me suis relevée, j'ai trouvé des solutions et je l'ai scindé en deux, déjà pour diviser les coûts d'impression. En plus je me suis dit que c'était quand même intelligent pour ce que j'ai expliqué juste avant, et puis surtout je l'ai mis en noir et blanc. Donc voilà, du coup en fait, je vous ai même pas dit, mais le prix de chacun c'est 16,99, donc chacun 16,99, et le gros, le complet, il est à 29,99, donc au lieu de 35 €, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, bah, ceux qui veulent pas forcément l'avoir en physique et qui préfèrent le format digital et puis en couleur, vous pouvez, parce qu'il est disponible du coup sur mon site internet en e-book, donc à 11,99 chacun, et le duo à 19,99 au lieu de 25 €, c'est un truc comme ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Je vous conseille quand même si vous le prenez en e-book ou en physique, de faire les exercices à l'écrit. C'est hyper important. Alors vous n'êtes pas obligé, enfin vous avez le choix, vous pouvez tout faire à l'écrit dedans, ou alors le garder tout neuf et le faire dans votre carnet. Mais je vous conseille vraiment de le faire à l'écrit, parce que en fait le fait de faire à l'écrit, c'est vraiment différent de juste le faire dans sa tête. Ça a vraiment été prouvé que en fait mettre des mots MOTS sur ces mots MEX a beaucoup plus d'impact, t'aide vraiment à prendre conscience des choses, à te poser, à prendre un temps pour toi aussi, et c'est vraiment bénéfique pour ta guérison. Moi j'écrivais énormément quand et même toujours en fait, depuis que je suis petite j'adore écrire, et je pense que ça m'aide énormément dans ma guérison de vie en général, comme je dis toujours. Donc vraiment je recommande ça, de faire à l'écrit, peu importe le format que vous choisissez. Évidemment je recommande la formule complète, parce que je trouve que c'est hyper important dans tous les cas d'avoir au moins le concret, parce que vraiment l'action ça fait souvent la différence. Mais en plus de ça, si vous reconnaissez dans tous les sujets d'anxiété que j'ai évoqués tout à l'heure, le début aussi est vraiment bien, d'où le côté complet. L'avantage des carnets aussi, c'est que tu peux vraiment le faire à ton rythme, pas à pas. Tu peux faire aussi ce qui te correspond mieux, tu peux prendre le temps de faire les choses, etc. Tu peux le faire à n'importe quel moment, quand toi t'es dispo, quand t'as envie de prendre du temps pour toi, et tu peux lire ça dès que t'as un sujet d'angoisse à n'importe quel moment de ta journée, même de ta nuit. Par contre, c'est vraiment un complément en plus d'une thérapie, ça remplacera jamais une thérapie. Mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va t'aider dans ta self-thérapie, genre c'est vraiment ce qui va t'aider entre tes séances, dans ton travail en continu en fait. C'est vraiment une aide, et en vrai c'est vraiment complémentaire, parce que dedans je te pose des questions
que moi je m'étais posées à l'époque et qui m'ont aidé à avoir des prises de conscience, où je te pose des questions qui vont te permettre en fait d'avoir des prises de conscience et d'avoir des pistes de réflexion peut-être sur l'origine de quelque chose ou sur un fonctionnement que tu as, etc. Et ça, tu vas pouvoir l'approfondir avec ton équipe soignante, avec ton thérapeute. Donc c'est vraiment un vrai plus. Et enfin, vraiment, moi, le fait de travailler sur moi-même au-delà des séances m'a vraiment accéléré ma guérison. Donc ça, je le recommande. Même avec des livres, enfin moi je faisais ça aussi avec des livres de développement personnel, j'en ai lu beaucoup. J'ai déjà fait un article de blog, je vous le mettrai quelque part, sur les livres qui m'ont vraiment aidé dans ma guérison, donc je recommande. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me faire des retours constructifs, à me dire ce que vous avez aimé, si ça vous plaît, si ça vous intéresserait que je recommence ce format-là. Et puis n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur les carnets que j'ai présentés. Je vous mets les liens évidemment dans la barre d'infos des 3 carnets. Tout est dans mon site internet sur l'onglet boutique comme je vous ai montré et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt sur Instagram, sur mon site, sur le podcast et puis dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!